Ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo ressemble un peu, je ne sais pas il y a les gens qui avaient l'habitude de regarder le catch congolais. Vous pouvez voir quelqu'un, par exemple Edingwe, est en train de se battre en face de lui, il y a trois autres catcheurs qui l'attaquent. Pendant qu'ils sont en train de l'attaquer, et il fait un geste là bizarre, et les trois adversaires se retrouvent en train de se battre entre eux au lieu de l'attaquer. C'est ce que je suis en train de voir présentement sur la scène politique congolaise. Tshisekedi, je ne sais pas. C'est un monsieur alors extrêmement intelligent. De tous les politiciens congolais, je l'affirme et je vais le prouver. Je n'ai pas dit le politicien qui a plus étudié ou qui a beaucoup de diplômes, non. J'ai dit le plus intelligent. Parce qu'il faut toujours faire la différence entre avoir beaucoup de diplômes et être intelligent. C'est très important. Comment voulez-vous que aujourd'hui c'est le 21, demain c'est le 22. Tout le monde s'attendait à ce que le 22 juillet, ce serait la pagaille en RDC, ça serait l'hécatombe. On s'attendait à une grande marche pour renverser Félix Tshisekedi. Mais, curieusement comme ça, la situation s'est renversée, s'est retournée contre les opposants et ils commencent à se battre entre eux. Vous suivez les opposants de tel bord en train de s'attaquer aux opposants de l'autre bord, donc la pagaille est entrée dans le camp de l'opposition. Et pour faire ça, il faut être un vrai politicien de la trempe de Félix Tshisekedi. Je me demande toujours comment il arrive à faire ça. J'ai comme l'impression que tout lui réussit en tout cas. Il a tellement une vision claire, il sait ce qu'il veut, il sait où il est en train d'aller et tout lui réussit. En tout cas, sur son passage, tout ce qu'il fait lui réussit. Qui pouvait s'attendre à ce que c'est la Senko qui serait aujourd'hui celle qui va atténuer la situation? Parce que tout le monde s'attendait à ce que c'est la situation qui allumait le feu. C'est la situation qui, d'ailleurs, beaucoup de Congolais les considéraient comme, comme s'ils faisaient partie du camp de l'opposition. Mais aujourd'hui, c'est la Senko qui a demandé aux opposants de calmer les jeux. Et je viens de suivre Senga de l'ECC sur Twitter dans une émission dans un direct avec Stani Bouchagira. Senga dit ce que le président demande aux opposants disons, à tous les Congolais de nommer l'adversaire ou bien de nommer l'agresseur. Ça n'a pas commencé avec Tshisekedi, ça a commencé depuis Mobutu. Mobutu parlait de l'agression, il n'a jamais parlé de la rébellion. Donc c'est tout à fait normal, il est dans son rôle. Ça me dépasse, parce qu'il n'y a pas très longtemps, les églises, les CC et l'église catholique étaient à l'opposé de ce que Félix Tshisekedi disait. Mais aujourd'hui, ils sont ceux qui se mettent à défendre ce que Tshisekedi dit et sur le point de convaincre même une partie de l'opposition d'arrêter ou d'annuler leur marche qui était prévue le 22. Je peux dire que Tshisekedi a réussi à désorganiser l'opposition congolaise. Quand on parlait de l'opposition à péter, parfois on dit que c'est exagéré, mais nous sommes en train de le vivre, nous sommes en train de le voir, que nous n'avons pas d'opposition en RDC. Ils sont malléables, ils sont faciles, ils sont faibles. Voilà les mots qui conviennent. Avec tout ça, on s'attend à quoi? Le dialogue aura bel et bien lieu, mais sous le format voulu par le président Tshisekedi, comme il l'avait annoncé. Et ici, je vais rappeler que, contrairement à ce que les autres disent, Félix Tshisekedi n'a jamais été contre le dialogue. Il a toujours été pour le dialogue, mais le problème c'est qu'il voulait faire le dialogue avec les Congolais qui sont prêts à défendre le pays contre l'agression, pas avec les Congolais qui font partie de l'agression. Et c'est tout à fait logique parce qu'on ne peut pas convoquer une réunion. Vous voulez chercher la paix, vous voulez une cohésion nationale pour combattre l'ennemi qui est entré dans votre pays. Vous faites des réunions, des stratégies pour combattre l'ennemi et vous prenez les délégués de cet ennemi-là, vous les mettez dans cette réunion-là. C'est déjà voué à l'échec, cette réunion-là. Donc,
Je pense que les prélats catholiques ont compris qu'il fallait faire avec ceux qui sont prêts à se liguer, à faire partie du camp de la patrie pour combattre contre l'ennemi, contre l'agresseur. Pour vous confirmer que Félix sait ce qu'il fait, comme le titre l'indique, j'ai dit, Félix Tshisekedi a une vision claire pour la RDC. Il sait, quand il est venu au pouvoir, il avait une idée claire de ce qu'il voulait et c'est en train de se concrétiser petit à petit. Imaginez-vous que quand il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, il a commencé par visiter les 9 voisins. Il l'avait dit dans son discours de campagne. Et une fois au pouvoir, il l'a fait. Il n'a pas commencé par la Belgique ni par les États-Unis, il a commencé par le Rwanda. Il a vu Kagame ainsi que tous les autres présidents. Qu'est-ce que les opposants n'ont pas dit? Tout le monde l'a condamné, le fait de se rapprocher de Kagame. Mais il savait justement ce qu'il voulait. Imaginez-vous un instant, s'il n'a pas tendu la main à Kagame et qu'une fois qu'il a pris le pouvoir, il a commencé directement à combattre Kagame. Même la communauté internationale a dit que non, non, c'est lui il avait des visées belliqueuses. Il fallait qu'il fasse ce qu'il a fait. Il l'a approché. Aujourd'hui, maintenant, avec ce qu'il a fait, tout le monde lui donne maintenant raison. Même ceux qui étaient pour Kagame commencent à les condamner aujourd'hui. Nous avons vu comment les sanctions commencent à tomber comme de la pluie, comme de l'adverse sur le Rwanda et sur Kagame. Et c'est parce que Félix Tshisekedi savait ce qu'il voulait. Il voulait l'amener à la faute. Je ne sais pas pourquoi les Congolais ne veulent pas comprendre ça. Il voulait l'amener à la faute et il l'a très bien fait. Il l'a fait tellement bien que tout le monde maintenant lui donne raison aujourd'hui. Kagame est devenu fou. Kagame est devenu instable. Pendant les 18 ans de Kabila, qui a déjà vu Kagame parler comme il est en train de parler aujourd'hui? Kagame était calme. Il était calme, il ne parlait pas. Il avait ses lieutenants en RDC qui travaillaient pour lui et lui, il était calme dans son coin et il ne faisait pas de bruit parce que tout marchait comme sur des roulettes. Maintenant, le fait qu'il commence à parler chaque jour, il peut parler, il insulte Félix Tshisekedi, il insulte Donald Trump, il dit de tout et de rien en même temps. Donc, il est déstabilisé. Et qui est à l'auteur de cette déstabilisation? C'est Félix Tshisekedi. Et pour faire tout ça, ça demande une haute intelligence. Il a visité les 9 voisins. Et parmi les 9 voisins, il s'avère qu'il n'y a qu'un seul qui cause des problèmes à la République démocratique du Congo. Il était venu en RDC. Et je reviens encore en arrière parce que les opposants ont toujours l'habitude de dire que quand il était en RDC, les gens ont chanté Yonani Oboya Kagame. C'est bien. D'abord, il faut rappeler le contexte. Le contexte, c'est qu'il était venu, c'était au deuil de Étienne Tshisekedi. En tout cas, nous sommes africains. On ne peut pas chasser quelqu'un qui vient pour... Même si vous êtes des ennemis, quand il y a un deuil, en tout cas, le deuil, tout le monde vient au deuil. On ne peut pas choisir les gens qui doivent venir au deuil. C'était juste un deuil, il est venu au deuil, c'est tout. Et après ça, il est vrai que la RDC a signé certains contrats avec le Rwanda. C'était dans l'intérêt de toute la région. Et les contrats se signent partout. Tous les pays du monde travaillent avec les autres. Nous sommes dans un monde où personne, même les États-Unis qui sont là-bas, la grande puissance, ils ne suffisent pas seuls. On doit toujours traiter avec les autres nations. Ça, je ne sais même pas pourquoi on doit passer beaucoup de temps sur ça pour... Donc c'est normal, il a signé des contrats avec Kagame, c'est tout à fait normal. Mais Kagame a montré sa vraie face et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les relations ne sont pas bonnes. Et puis, il l'avait appelé son frère. Il est son frère africain. Personne ne peut le nier, mais les relations ne sont pas bonnes. Et c'est tout à fait normal que chacun puisse rester dans son coin. Alors, je ne vois pas pourquoi maintenant on condamnerait aujourd'hui le président Félix Tshisekedi le fait d'avoir travaillé avec le Rwanda, alors que le Rwanda, c'est un pays voisin, comme tous les autres pays voisins. Vous allez remarquer que Tshisekedi est cohérent dans tout ce qu'il est en train de dire. Depuis le début, quand il a pris le pouvoir, il a dit
je vais déboulonner le système, l'ancien système là de kabylisme. Les gens avaient parlé dans tous les sens. Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il est à mesure de le faire? Est-ce qu'il en a les moyens? Ceci, cela. Mais il savait. Vous savez, un visionnaire ne voit pas ici. Bien sûr qu'à cette époque-là, quand il disait, personne ne pouvait le croire parce que la situation était compliquée. Il était entouré des vautours de la FCC, entouré par les gens de la FCC. Il n'avait presque pas, même pas 50% de l'impérium. Mais, comme c'était un visionnaire, il savait déjà ce qu'il voulait, il savait là où il allait. Et il savait comment ça allait aboutir. Quelqu'un qui n'est pas visionnaire ne peut pas faire des déclarations comme ça en ce moment-là. Parce que rien, en tout cas, rien ne présageait. Tout ce qui était au-devant de lui, c'était le noir. En tout cas, même moi, quand il disait, je me disais, il a fait quoi? Il a pris quoi? Il a mangé quoi? Ou il a filmé quelque chose ou comment? Comment il peut faire des déclarations comme ça? Mais aujourd'hui où nous parlons, Kabila est en exil. Kabila, le tout-puissant Kabila, est en exil. Donc tout ça, ça peut ou ça doit nous faire réfléchir deux fois. Que ce monsieur-là, c'est un monsieur cohérent, c'est un monsieur qui dit des choses et qu'il sait comment les réaliser. J'ai suivi André Flau. André Flau, c'est une personnalité importante de la politique belge en tout cas. Il a travaillé sur la République démocratique du Congo. Il connaît très bien les problèmes de la RDC. Et quand on lui pose la question de comment Félix Tshisekedi est en train de travailler, qu'est-ce qu'il a dit? André Flau a donné des leçons, a commencé même à donner certaines informations que les journalistes congolais qui étaient en face de lui semblaient ignorer. Donc c'est du positif. On peut en débattre, mais ce qui est vrai, c'est que quand Félix a pris le pouvoir, quand on fait la comparaison de là où on vient et de là où on est aujourd'hui, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ses œuvres sont en train de parler. Je reviens un peu en arrière. Quand je disais que Félix Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, il a vu ses neuf voisins. Il a parlé de la gratuité de l'éducation. Il en avait parlé alors qu'il n'en avait même pas les moyens. Mais un homme, un vrai manager, un vrai entrepreneur projette des choses et se donne des moyens pour les réaliser. Voilà les gens qui réussissent, même dans la vie courante, même dans la vie entrepreneuriale. C'est comme ça que ça se passe. Il faut savoir prendre des bonnes décisions, des décisions parfois difficiles, mais avoir le courage de faire un pas. Vous avez une idée, vous mettez ça en place, vous vous donnez les moyens pour le réaliser et vous foncez. C'est comme ça qu'un vrai manager se comporte. Et c'est ce que Félix Tshisekedi a fait. Il a commencé, il a parlé d'abord de la gratuité de l'enseignement. Parmi ses œuvres, nous commençons dans l'éducation. La gratuité de l'enseignement a été combattue depuis le début. Les experts ont dit que non, ça ne marchera jamais. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 6 ans ou 7 ans déjà que la gratuité de l'enseignement est en train de faire son bon chemin. Et les écoles sont construites dans le cadre de PDL 145. Les écoles sont construites et les bancs sont fabriqués par le service. Parlons un peu du service national. Quand je dis que Félix Tshisekedi a une vision claire, le service national, ce n'est pas lui qui l'a créé. C'est Mouzé Laurent-Désiré Kabila qui a créé le service national. Il avait une bonne idée, mais son successeur, son fils, est venu, en tout cas il a jeté ça à la poubelle. Il lui fallut que Tshisekedi vienne pour ressusciter le service national. Et il a ajouté une autre vision que Mouzé n'avait pas. Il a vu, il a étudié la situation sur terrain, les Koulouna, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Il s'est dit, mais c'est de la main-d'œuvre ça qu'on peut utiliser. Voilà ce qu'on appelle la vision. Personne n'a jamais pensé à ça. Je me rappelle, pendant la période de Kabila, on avait fait une opération Likofi, je pense,
où on pourchassait les Koulouna et on les tuait à bout portant, comme on les tirait à bout portant. Mais lui, il a dit non, non, on peut les réutiliser, on peut les façonner, les refaire autrement. Et aujourd'hui, nous avons vu toutes les écoles qu'on a construites, et même les écoles qui étaient construites avant, sont équipées des bancs fabriqués par ces Koulouna-là, que tout le monde négligeait. Et tout ça, c'est la vision. Il fallait qu'un visionnaire soit là pour penser et réaliser. Il ne s'est pas arrêté là à la fabrication des bancs. Nous avions un problème très sérieux de crise de maïs en République démocratique du Congo. Il fallait recourir à la Zambie. Chaque année, à une certaine période de l'année, il y avait carence de maïs. Les deux provinces qui souffraient, c'était le Katanga, le Grand Katanga et le Grand Kasaï. Mais depuis que le service national a été ressuscité, on n'a pas ces problèmes-là de crise de maïs. Donc les gens mangent bien, sans problème. Le maïs se vend à un très bon prix. Et tout ça, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait une vision claire. Entrons maintenant dans la santé. Ah non, dans l'éducation d'abord, j'ai parlé seulement des écoles. Mais il y a des universités neuves qui sont sorties des terres. Les universités, il y a ce qu'on a retapé, on a refait. Mais il y a aussi des universités neuves, comme l'université de Mbujimayi, de Kananga, de Bunia. Et il y en a qui sont en train de venir. Il y a au Maïndomé là, c'est un projet. Il y a aussi à l'Équateur. Donc, je suis sûr qu'avant la fin de son mandat, il peut nous laisser même 10 universités. Dans le cadre de la santé, Félix Tshisekedi a osé lancer ce qu'on appelle la couverture de la santé universelle. C'était presque inimaginable, mais avec une bonne gestion, parce que le pays parfois peut avoir des moyens, mais on ne sait pas canaliser ces moyens-là, on ne sait pas bien les canaliser pour qu'ils puissent servir à la population. Beaucoup de gens se disent, mais vous parlez de l'augmentation du budget, nous on ne voit pas ça. Vous voulez voir ça où? Je ne sais pas comment les Congolais réfléchissent. Je ne sais pas si vous pensez que quand le budget augmente, on va prendre de l'argent là, on vient devant chaque porte, on toque, on donne l'argent, je ne sais pas. Mais quand on parle de la gratuité de l'enseignement, mais justement, c'est le budget là qui fait à ce qu'on puisse soutenir. Vous savez combien ça coûte? Ça coûte énormément cher. Et pour payer les enseignants de toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qui est un pays continent, c'est justement parce que le budget est revu à la hausse qu'on utilise cet argent-là pour le repartager. Quand on dit repartager, ce n'est pas qu'on prend l'argent, on commence à distribuer aux gens, non. On investit, on commence à payer les enseignants gratuitement, parce qu'avant, ce sont les parents qui payaient. Maintenant, le fait que les parents ne payent plus, l'argent là que les parents payaient là, ils peuvent l'utiliser à autre chose. Ce qui fait que le panier de la ménagère est en train... C'est ce qu'on appelle le panier de la ménagère en fait. Ça ne veut pas dire qu'on viendra avec les aliments ou je ne sais pas, on voit les biens, on commence à mettre dans votre panier. Non. Tu touchais par exemple les $500 par mois, tu es obligé d'enlever $200 chaque mois pour payer les minervales de tes enfants. Maintenant que le gouvernement a pris cela en charge, qu'est-ce que tu fais? Les $200 que tu payais chaque fois pour les minervales de tes enfants, tu les utilises à autre chose. Tu peux économiser pour acheter une voiture, pour acheter, moi je ne sais pas, des habits ou quoi que ce soit. Et ça, c'est ça ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Ce sont les retombées des décisions que le gouvernement a prises. Il faut que les Congolais se mettent dans la tête qu'on ne distribue pas de l'argent. C'est comme ça qu'un pays se développe. Ce n'est pas en venant devant chaque maison qu'on donne l'argent, non. Alors, les chiffres officiels des prises en charge depuis que cette histoire-là de la maternité gratuite a commencé, c'est plus de 2 500 000 personnes qui ont été prises en charge. Les accouchements, y compris les opérations césariennes, tout ce qui va autour, y compris. Donc, moi, je connais des gens qui ont bénéficié de ça. Ce n'est pas de l'histoire qu'on raconte, ce sont des choses qu'on est en train de vivre. Nous connaissons des gens, des voisins, des amis qui ont bénéficié de toutes ces mesures-là.
Félix Tshisekedi a parlé du développement local. Voilà ce que j'appelle une vision éclairée. Il sait que la RDC, c'est un pays continent. C'est très difficile de développer d'une façon centralisée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il pense au territoire directement. Le pays a 145 territoires, donc on va commencer le développement à la base. C'était un bon projet, n'eût été les guerres nous imposées par Rwanda et ses amis, les Nanga et autres, on serait loin avec ce projet-là. Le programme de développement des 145 territoires, c'était un projet phare. Et l'objectif du premier volet, c'était 2130 infrastructures, dont 1198 écoles et 787 centres de santé, plus 145 bâtiments administratifs, donc un bâtiment pour chaque territoire. Je ne sais pas pourquoi aucun des dirigeants de la République démocratique du Congo n'a jamais pensé à ça. Il lui fallut que Tshisekedi puisse être là pour penser. Nos territoires, il y a des territoires où ils n'ont jamais vu un bâtiment en matériaux durables en RDC en plein 21e siècle. Et c'est avec Tshisekedi qu'on a construit ces bâtiments. Chaque territoire se retrouve avec un bureau où comment on les appelle, pas les bourgmestres, les administrateurs du territoire peuvent se sentir à l'aise, peuvent travailler dans de bonnes conditions. Avec des centres de santé à côté, dans chaque territoire, il y a en tout cas pas un seul, quelques centres de santé. C'est un bâtiment administratif par territoire, mais plusieurs quand même centres de santé pour chaque territoire. Donc, au 31 mai 2026, il y avait déjà 1098 ouvrages. Sur le 2130 infrastructures, il y a 1098 ouvrages achevés, dont 649 écoles et 370 centres de santé. Ce n'est rien en 7 ans. Parce qu'il y a des présidents qui ont fait 32 ans, il y en a qui ont fait 18 ans. Personne n'a fait même pas le 1 centième de ce que je suis en train d'énumérer ici. Pour plus de 608 millions de dollars investis. 608 millions de dollars investis pour nous pondre au moins 1198 écoles, 787 centres de santé, et 649 écoles achevées et 370 centres de santé. Ça, c'est ce qui est déjà achevé. Les autres sont encore en chantier. Et ça peut terminer d'ici fin 2026. Alors, parlons des infrastructures. Là encore, Félix Tshisekedi a frappé fort. On parle de réseau routier. Le réseau routier, les revendications officielles, c'est de 3 000 à 9 000 km. En plusieurs années, ce n'est pas du coup. Donc, c'est une extension très, très, très significative du réseau routier, avec objectif de 11 423 km d'ici fin de 2026. Donc, d'ici la fin de 2026, on aura 11 423 km. Ce n'est pas beaucoup par rapport à la grandeur de la RDC, parce que c'est un pays continent. Ce n'est pas un pays qu'on peut développer dans 1, ni dans 2, ni dans 5 mandats. Il faut vraiment un temps. Mais il fallait commencer. Malheureusement, le début là n'en avait jamais existé. C'est maintenant là que nous avons débuté et nous espérons que dans les années à venir, avec les autres présidents qui vont revenir, s'ils continuent dans la même lancée, la RDC sera effectivement l'Allemagne d'Afrique. Il y a la modernisation des aéroports. Nous avons vu l'aéroport de Kolwezi, de Lualaba, qui n'a rien à envier avec les autres aéroports que nous voyons partout ailleurs. Nous avons vu le port de Banana. Tout le gouvernement le régime de Kabila pendant 18 ans, il nous parlait toujours du port de Banana. On a même posé une pierre, tout ça. Mais rien ne se faisait. On lançait des projets comme ça et l'argent sautait, on mangeait tout, on bouffait tout. Et personne n'en parlait. Personne ne parlait du détournement.
Mais c'est dans la gouvernance de Félix Tshisekedi où nous voyons les œuvres avec nos propres yeux, et c'est là où on vient nous parler de détournement. Ça, c'est une autre parenthèse que j'ai fermée. C'est la sorcellerie pure et simple. Je disais qu'il y avait la modernisation des aéroports, ou même la construction des nouveaux aéroports, comme ce qu'on est en train de construire en Bujimaï, par exemple. Nous avons le centrale hydroélectrique, le cas de Kakobo, là, par exemple. La RDC s'est même donné des ambitions numériques parce qu'il faut digitaliser l'administration pour pouvoir espérer un bon rendement. Parce que c'est très difficile de tout contrôler quand on n'est pas encore dans la digitalisation. Et c'est un projet qui doit, disons, c'est une ambition qu'on doit atteindre d'ici 2030. Je pense que nous allons y arriver. Si nous continuons sur le même élan, nous allons y arriver. Parce que là, on parle de data centers, fibre optique, des backbones nationales, et tout ça. Bon, ce sont des termes techniques, mais il nous faut tout ça pour se lancer dans le numérique. Parlons maintenant de économie et finances. Le budget de l'État, nous le savons tous, ça a toujours varié entre 3 milliards et 4 milliards de dollars. Le dernier budget de Kabila, c'était de 3 milliards quelques. 3 milliards quelques. Mais quand Félix Tshisekedi est venu au pouvoir, la première année, ça n'a pas bien marché parce qu'il était encore entouré des cellules là, de FCC. Mais une fois qu'il s'était débarrassé d'eux, le budget a commencé à grimper. Et aujourd'hui, en 2026, nous avons un budget de 18 milliards. Quelqu'un qui a quitté de 3 milliards à 18 milliards. Mais ça, c'est... Il faut être un bon manager pour faire des choses comme ça. Tshisekedi, en tout cas, moi j'avais des doutes, hein, sans vous mentir. Au début, quand il avait pris son mandat, je me disais, mais ce monsieur ici, est-ce que... Mais quand je le vois à l'œuvre, je me dis non. Et puis il fait des choses dans le calme. Ce n'est pas comme on le voyait dans le régime passé, où il y avait des chaînes de télévision qui nous racontaient des histoires à dormir debout. On nous montrait des images de trains à grande vitesse, des histoires là. En tout cas, on nous faisait rêver. Mais alors rien ne se faisait. Mais lui, tu sais qu'il dit, il est en train de faire des grandes choses, mais d'ailleurs, c'est un défaut pour moi. Il fait tellement de grandes choses, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut qu'il puisse réactiver son service de communication pour vendre ce qu'il est en train de faire justement. Nous sommes en politique, on ne peut pas là pour faire des cadeaux aux gens. Les gens viennent, ils t'insultent, non, il ne fait rien, on ne voit rien, alors qu'il y a des œuvres qui sont là. Tout le monde sait qu'il y a des œuvres, mais on fait semblant d'ignorer. Et lui aussi, il ne parle pas, ses services de communication ne veulent pas mettre ça en avant. Sécurité et diplomatie. La RDC a traversé des périodes très difficiles depuis 30 ans. Le malheur de la RDC a commencé avec l'arrivée de Paul Kagame au pouvoir au Rwanda. Et c'est une situation qui a toujours été compliquée jusqu'au moment où Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Il a commencé par renforcer le renforcement des FARDC et de la police. Il a augmenté leur salaire, il a augmenté le budget de l'armée. Aujourd'hui, les policiers témoignent, les militaires témoignent. Ils touchent un salaire, pas le meilleur salaire du monde, mais par rapport à ce qu'ils avaient avant, en tout cas, nous pouvons dire qu'il y a une très grande et une bonne évolution. Et aujourd'hui, où nous parlons en diplomatie, la RDC est en train de présider le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2026. Mais nous venons de loin. Nous venons de très loin. Après combien d'années? Et pour réussir à faire tout ça,
quand on parle de la diplomatie agissante, les gens disent non, vous exagérez, tout ça. Mais les œuvres sont là. Pour arriver à ces choses-là, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, non. Il faut travailler parce qu'il y a un travail qui a été fait. C'est pourquoi on en est arrivé là. Donc, je sais qu'il est en train de faire des grandes choses. Il est en train de faire des grandes choses. Aujourd'hui, dans le cadre de la diplomatie, toujours, il a annoncé qu'il a ouvert, il a engagé le pays dans un dialogue inclusif. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a toujours voulu que les Congolais puissent se parler. Mais se parler entre qui? Les Congolais, les vrais Congolais alors, qui ont le souci de voir le pays quitter entre les mains, quitter des griffes du Rwanda. En tout cas, ce dialogue-là ne doit avoir qu'un seul but. Libérer la RDC des griffes du Rwanda. Ça ne servira à rien de faire un dialogue où on va se partager des postes, où on va intégrer les gens qui viennent de la rébellion, les intégrer encore dans l'armée et dans les services pour que quelques années plus tard, ils font ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire. Ça ne sera pas... ce serait une peine perdue. Donc, je pense que ce dialogue-là, tel que le président l'a voulu, il faut que ça continue et que ça se fasse comme il l'a voulu, effectivement. Gouvernance et sociale. On peut tout dire. Les mesures du pouvoir d'achat, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, on en parle peu. On en parle très peu. Mais nous sommes en train de voir des bonnes évolutions. Les mesures du pouvoir d'achat, emploi et entrepreneuriat des jeunes, le portail officiel des acquis et suivi transparent des projets. Il y a plus de 800 réalisations documentées sur les 26 projets. Dans le cadre de la promotion de la jeunesse, c'est beaucoup de matière là-dedans, je ne veux pas entrer là-dedans, mais les faits sont là, c'est documenté. Il y a 800 réalisations qui sont documentées. S'il faut qu'on en parle, il faudra peut-être faire une autre émission mieux élaborée pour parler de tout ça. Et nous, en conclusion, nous pouvons dire qu'il y a vraiment des avancées qui s'inscrivent dans une trajectoire de reconstruction de l'État et de la réduction des inégalités territoriales. Même si le défi sécuritaire et même alimentaire, tout ce que vous voulez, on n'a pas encore relevé ce défi-là, mais il y a quand même une bonne évolution. Et que si nous nous mettons vraiment au travail, tout le monde dans ce qu'il fait, il se met au travail, le pays va aller de l'avant. Je voulais, avant de terminer, ouvrir une petite parenthèse. J'ai suivi Le Drian, le même là qui avait parlé de... il avait parlé de quoi là, si c'est quoi là, l'africaine, un truc comme ça. Arrangement à l'africaine, un truc comme ça. Je l'ai suivi, il a parlé, il a mis une vidéo sur son compte X où un jeune Congolais est en train de témoigner comment les rebelles M23 opèrent. C'est un garçon qui avait 5 ans en 2002 quand les rebelles de M23 a pris toute sa famille avec d'autres personnes, avec d'autres familles. On les a enfermés dans une maison et on a brûlé la maison. Mais le garçon là, par miracle, il s'est retrouvé d'ailleurs avec un visage déformé et on l'a pris en charge. Mais jusque-là, il a toujours un visage un peu déformé. Et Le Drian a traité Kagame et James Kabarebe des déchets. Quand le président Félix Tshisekedi a parlé des chiens, les gens ont parlé. Mais alors que les Drian viennent de les traiter des déchets. Et effectivement, c'est ce qu'ils sont. Le Rwanda ainsi que tous ses disciples-là, les Kabila et les Nanga, ce sont des déchets, ce sont des chiens. Je ne sais pas, les chiens même c'est bon. Il faut leur trouver un autre nom. Ce n'est pas normal que vous venez dans un pays, un président étranger, avec quelques bêtes congolais, vous vous mettez au devant pour commencer à tuer vos frères. Et vous voulez qu'on vous appelle comment? Si vous n'êtes pas des chiens, si vous n'êtes pas... Vous êtes des malades, vous êtes des démons, vous êtes des... Je ne sais pas, tous les noms, en tout cas, tous les noms d'oiseaux vous conviennent. Donc, c'est un peu ça. Attendons voir ce qui va se passer. Il y a déjà un grand malaise dans les camps de l'opposition de la RDC.
Espérons que, de toutes les façons, ce n'est pas par amour qu'ils sont ensemble, ça on le sait déjà. On le sait, ils sont là, c'est par intérêt. Ils sont en train de marcher ensemble, mais ils ne se font pas confiance. Et ça, c'est une force pour Félix Tshisekedi. Et il les connaît tellement très bien qu'il sait comment les déjouer. Donc, attendons voir comment ça va se passer. Espérons que le dialogue aura bel et bien lieu dans les jours à venir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser les commentaires si vous pouvez. Merci beaucoup et à plus.